Bonsoir à tous et bienvenue dans cette plénière Internet et réseaux sociaux entre pollution invisible et réveil écologique. Alors cette plénière est co-organisée avec BPI France et Thomas Launay et Stéphanie Hamon sont ici présents. Je les remercie pour leur confiance et surtout leur engagement, puisqu'ils font partie de la direction RSE de BPI, très engagés sur ces enjeux cruciaux. Et puis on va parler évidemment de numérique, de digital, donc l'Internet et les réseaux sociaux. Et plus globalement de tout ce que les entreprises et les particuliers font avec des appareils électroniques et des ordinateurs. Évidemment, c'est tous nos usages, Internet, les réseaux sociaux, le e-commerce, le streaming vidéo, les jeux vidéo, et puis la réalité virtuelle, tous ces aspects-là. On verra qu'ils ne sont pas si neutres que ça en termes de pollution. Et puis, du coup, puisqu'on parle de pollution, les nouvelles du côté du front environnemental, malheureusement, ne sont pas très bonnes. Vous avez vu que le rapport du GIEC était sorti lundi. Les nouvelles du front environnemental sont toujours un peu plus alarmantes, malheureusement. Vous avez cette image qui fait aussi le tour des réseaux sociaux. Lavez-vous les mains et tout ira très bien. C'est un peu plus compliqué que ça. Je tiens à rappeler qu'il y a le sujet climat dont on entend beaucoup parler, mais il y a aussi évidemment le sujet biodiversité qui est aussi très préoccupant. Voilà, les scientifiques nous exposent ces sujets inquiétants. Et on commence tout juste, collectivement, à comprendre la grande mission. La grande mission qui est celle de notre génération et qui sera probablement aussi celle de la génération suivante. C'est quoi cette grande mission? Elle tient en 5 mots, c'est simple. Préserver la vie sur Terre. Préserver la vie sur Terre telle que nous la connaissons et aussi préserver autant que possible la vie des humains. Ça fait partie de cette grande mission. Et chacun cherche son rôle dans cette grande mission. Les événements, les étudiants et évidemment les professionnels. Et puis chaque industrie aussi cherche son rôle. Et nous allons évidemment parler de l'industrie du numérique qui cherche son rôle aussi dans ces aspects-là. Et une nouvelle discipline émerge justement concernant le numérique qui s'appelle le numérique responsable. C'est cette nouvelle discipline qui s'applique à réduire, tant que possible, les impacts négatifs du numérique. Donc on va en parler évidemment beaucoup. L'idée, c'est de réduire les impacts négatifs et de faire mieux, tout simplement. Et donc cette pollution invisible, on peut la schématiser avec cette image-là d'un article dans Libération. Les décharges que nous ne voyons pas, elles sont au bout du monde, où finissent nos appareils électroniques. Et puis vous avez évidemment les enjeux énergétiques. Même chose que lavez-vous les mains, lavez-vous les mails en supprimant vos pièces jointes ne suffira pas. C'est intéressant, mais ça ne suffira pas. Et donc on va aborder en détail les sujets de responsabilité ou d'irresponsabilité du numérique. Sujet très important. Et puis, juste petit aparté, il faut se rappeler du fonctionnement d'Internet. Le fonctionnement d'Internet, ce sont notamment des machines distantes, les serveurs, les data centers, les clouds, et puis des machines que nous avons dans nos mains, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et toutes ces machines-là, évidemment, consomment de l'énergie et nécessitent d'être construites. Cette pollution invisible, on ne la voit pas, on ne la palpe pas, elle existe pourtant, on en parlera évidemment dans la table ronde. Et puis le numérique fait autant partie des problèmes que des solutions. Et on abordera aussi le sujet du numérique contributif. Alors c'est quoi le numérique contributif? C'est tous les aspects où le numérique va pouvoir amener des impacts positifs, au contraire. Des choses qui vont contribuer au développement durable. Et premier exemple que vous connaissez probablement, la prise de conscience. Vous avez peut-être tous vu à l'été 2018 ces images des océans de plastique ou des plastiques sur les plages qui naviguaient sur les réseaux sociaux, ou cette image de l'orang-outan qui luttait contre un char qui déforestait sa forêt. Nous avons un nouveau pouvoir collectif à l'échelle de l'humanité, où nous sommes tous témoins potentiels, et donc on a ce nouveau pouvoir de vision collective. Et ça, c'est nouveau, c'est le numérique qui l'a amené avec nos smartphones. Donc on a un moteur de prise de conscience avec le numérique qui est phénoménal. Et moteur de prise de conscience, mais également moteur de formation. C'est aussi grâce au numérique qu'on va pouvoir se former à ces enjeux-là. Et puis moteur d'action, et on illustrera ça évidemment. Pour renforcer ces aspects numériques contributifs, petite question pour vous. Cette prise de conscience, elle engendre aussi des comportements, donc des actions.
Vous avez peut-être, et je vous invite à lever la main, vous avez peut-être vous-même ou dans votre entourage quelqu'un qui a adopté des comportements de type réduire sa consommation de viande, adopter une consommation plus responsable, peut-être locale, prendre moins l'avion, faire ses produits ménagers lui-même ou produits beauté lui-même, etc. Est-ce que vous avez ce genre de pratique, vous ou parmi votre entourage? Ouais, beaucoup de mains levées, hein. Une masse de mains levées. Et donc vous voyez bien qu'on est sur une courbe d'adoption là qui avance, plein de courbes, plein de vagues parallèles sur cette révolution environnementale. Et puis, petite devinette encore, quel a été le meilleur moyen de lutter contre l'huile de palme dans nos aliments? Alors les ONG, depuis longtemps, militent pour que nous ayons moins recours à l'huile de palme, mais il y a un petit truc qui est apparu dans nos vies il y a 5-6 ans et qui a tout changé, qui a même inventé des nouveaux mots. Une petite application mobile qui va avec ces... Yuka, tout à fait, bravo à vous. Et donc Yuka a été peut-être le meilleur moyen pour lutter contre l'huile de palme dans nos aliments. Encore une fois, une incarnation du numérique contributif. On a l'outil pour mesurer ce qui se passe et conduire nos choix. Et puis, vous avez évidemment aussi plein de vagues dans l'entreprise. On parlera de quelques-unes. Les sujets liés à la marque employeur, on les abordera. La RSE, l'engagement des entreprises, la neutralité carbone, on les abordera également dans cette table ronde. Ensuite, le numérique est aussi un formidable outil d'intelligence collective, et notamment de collaboration internationale. Et j'ai trouvé ça intéressant de noter aussi que les acteurs du GIEC, les scientifiques du GIEC, pendant la période de confinement, n'ont pu produire le rapport que nous avons dans les mains depuis lundi, justement seulement grâce aux visios. Sans les visios, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et donc on a aussi là un aspect du numérique contributif. Et quel est le meilleur moyen de diffuser le rapport du GIEC à grande échelle? C'est encore le numérique. Et donc on a aussi la diffusion du savoir et la diffusion de la connaissance sur ces enjeux-là grâce au numérique. Donc on abordera aussi, évidemment, ces enjeux de numérique contributif, ces sujets de numérique contributif. Et alors, le numérique contributif, il a marqué un grand coup, hein, en décembre-janvier, là, il n'y a pas si longtemps. Peut-être certains d'entre vous ont vu ce film diffusé par Netflix. Alors Netflix s'est emparé de pas mal de sujets avec des documentaires, mais évidemment, vous avez peut-être vu le film Don't Look Up, grande pierre apportée par le numérique contributif sur la prise de conscience, sur le choc que des contenus numériques peuvent créer. Voilà un peu ce que nous entendons par le réveil écologique. Mais pas seulement. Il y a justement un mouvement étudiant qui s'appelle Pour un réveil écologique, avec un appel que vous pouvez signer en ligne. Il y a à peu près 30 000 étudiants qui ont signé cet appel, beaucoup de présence dans les grandes écoles et dans les universités. Et c'est un mouvement numérique pour un réveil écologique. Et c'est intéressant, les fondateurs de l'événement, de l'association La Marette, m'ont raconté que c'était suite à leur fin d'études, ils avaient adhéré à Pour un réveil écologique, compris les enjeux, et c'est grâce à ça qu'ils ont, si tu es présente Adèle, grâce à cette prise de conscience, grâce à la connaissance apportée par Pour un réveil écologique, que vous avez décidé de vous engager dans ces enjeux-là. Donc bravo à vous, et merci de nous accueillir. Et donc cet événement est évidemment un événement lié à Pour un réveil écologique. Donc bascule professionnelle dès l'entrée dans la vie professionnelle pour les étudiants, et on vous invite à vous poser ces questions-là en tout cas. Et puis aussi parfois bascule professionnelle, et voilà, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Alors je vais vous le raconter avec un petit article qui était paru dans le numéro 20 de l'ADN. Vous avez la couverture ici. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils étaient entrepreneurs, informaticiens, consultants, journalistes. Ils faisaient plus ou moins partie du système, s'en sortaient plutôt bien et ne se posaient pas trop de questions. Et puis, il s'est passé quelque chose. Tout doucement, petit à petit, ou brutalement, d'un coup, leur conscience du désastre écologique a tout emporté. Ils ont changé de conviction, de personnalité, d'amis parfois, et de métier et de vie souvent. Le résultat est radical au sens premier du terme. Désormais, ils veulent s'attaquer à la racine du problème. Ils ont mis la transition écologique au cœur de leur vie. Eux, ce sont les néo-transitionneurs.
On ne naît pas néo-transitionneur, on le devient. Et je vais me tourner vers mes intervenants, puisque il me semble que cet article se correspond tout à fait aussi à ce qui s'est passé pour vous. Je vais commencer par toi, Juliette, honneur aux dames. Tu travaillais dans la pub avant. Tu as commencé ta carrière dans la pub. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci du coup d'être ici ce soir. Et ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la publicité. Bon, elle a été courte finalement avant que je me réoriente vers le secteur de l'écologie. Et en fait, moi, j'ai fait des études de communication et de publicité à Paris, à l'ISCOM, et puis après à Londres, à l'Université d'Art. J'ai fait pendant ces études beaucoup de stages dans pas mal d'agences. J'ai travaillé sur beaucoup de budgets. Après ces études, j'ai commencé à travailler dans des agences de publicité, encore une fois sur plein de budgets variés, sur de la food, de la voiture, de la cosmétique, sur beaucoup d'industries polluantes. Voilà, qui, pour moi, il y a eu un jour où ça devenait quand même compliqué, notamment à un moment où je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'essayais de changer de consommation tous les jours, donc avoir une gourde, comme tu disais, faire ses produits ménagers soi-même, voilà, faire attention à ma manière de consommer. Donc il y a eu un jour où je me suis dit, ouais, mais en fait, au final, tu changes ton quotidien, mais dans ton travail, tu incites des gens à consommer et à avoir des comportements que toi-même, tu n'as plus. Et c'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui cloche et qui va pas. Et du coup, la transition, pour moi, s'est opérée pendant le premier confinement. Où du coup je travaillais, comme je racontais à Frédéric avant de commencer la conf, où je bossais pour une marque qui vendait des aspirateurs, et il fallait que j'écrive une note stratégique pour expliquer qu'en fait les gens, comme ils étaient coincés chez eux, il fallait qu'ils achètent des aspirateurs pour pouvoir nettoyer leur maison et qu'ils soient bien chez eux, parce ils allaient y passer beaucoup de temps. Et moi, qui ai très mal vécu le premier confinement, je me suis dit, mais je peux pas être moi en train d'écrire des trucs aussi anxiogènes, c'est complètement débile en fait. Et du coup, j'ai dit que c'était bon. Donc j'ai arrêté là et je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un moyen de me lancer envers quelque chose qui a un peu plus de sens. Donc la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on faisait pour avoir du sens quand on a fait des études de marketing. Ça paraissait pas évident au début, et puis je suis tombée sur une offre du coup pour être junior country manager au début chez Ecosia, donc que j'ai rejoint en septembre 2020, et donc je suis passée responsable France en septembre là en début d'année. Donc comme quoi voilà, c'est un changement récent après un court début de carrière, mais comme quoi même si au début on fait des études, et même si on a commencé ces études dans une certaine voie, on peut toujours rebasculer assez facilement. Et tu peux attester, j'imagine, que tout ce que tu as appris avant te sert beaucoup aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux revenir en quelques phrases sur la genèse d'Ecosia, cette entreprise? Quelle est-elle, et la genèse surtout, qui est intéressante? Ouais. Ecosia, du coup, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent ou qui utilisent déjà Ecosia, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est un moteur de recherche à but non lucratif. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que comme tous les moteurs de recherche, on gagne de l'argent de par les clics qui sont faits par nos utilisateurs sur les annonces publicitaires. Sauf que la grande différence, c'est que les autres moteurs de recherche utilisent cet argent pour faire du profit. Et nous, on a décidé que non, qu'il fallait réinvestir cet argent pour la planète. Et donc 100% de nos bénéfices servent à la lutte pour le climat, avec 80% qui servent à financer des associations qui reforestent, donc qui mènent des projets de reforestation. Et ces arbres, du coup, qu'on finance, sont plantés dans des zones critiques de biodiversité. Donc c'est en gros un terme qui veut dire qu'on plante dans les zones où clairement il y a urgence. Et donc aujourd'hui, Ecosia, c'est 145 millions d'arbres plantés dans 30 pays. C'est 15 millions d'utilisateurs, dont pratiquement 4 millions en France. Donc un beau mouvement maintenant. Et puis je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, une société bicorp, et puis surtout des arbres, le bon arbre planté au bon endroit. Un sujet de régénération également des écosystèmes, très intéressant. On va l'aborder évidemment.
Merci beaucoup Juliette. Et toi Nicolas, tu étais directeur commercial et tu es devenu entrepreneur. Alors oui, j'étais un sale commercial, c'est comme ça qu'on les appelle. Bonsoir tout le monde. Merci d'être nombreux ce soir. Moi en fait, je vendais, vous savez, les panneaux qu'il y a au-dessus des bus et aux arrêts de bus pour dire dans combien de temps arrive le bus. Et puis je vendais ça aux collectivités, aux réseaux de transport, etc. Et puis je leur racontais à ces gens-là que ça allait faire venir les gens dans les bus et dans les trams. Puis j'y croyais. Puis en fait, ça marchait pas. Les panneaux marchaient évidemment et ça contribuait à la qualité des réseaux, mais il n'y avait pas de croissance de nombre d'utilisateurs dans les bus, ce qui contribue à leur remplissage et ce qui contribue à leur efficacité. Et puis à l'aube de la quarantaine, je me suis dit tiens, il faut vraiment faire quelque chose. Et il se trouve que j'ai un petit peu de cheveux gris, comme vous voyez, et à l'aube de la quarantaine, c'était l'arrivée de ces petits objets là, un petit peu intelligents. Je me suis dit que l'information allait passer par ces outils-là. Et surtout, je me suis dit comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une solution qui incite les gens à mettre en œuvre des actions de mobilité positives. Donc les actions de mobilité positive, c'est le transport en commun, j'en ai parlé, c'est le vélo, c'est le covoiturage, c'est la marche, tout simplement. Et donc on a mis en place, on a inventé un programme de récompense en faveur de l'éco-mobilité. Voilà, c'est tout simple. Et donc chaque fois que vous prenez un mode de transport vertueux, on vous donne des points et ça vous donne droit à des cadeaux et des remises auprès des éditeurs, des annonceurs qui sont partenaires. Et ces éditeurs sont locaux, éthiques et responsables. Voilà. Et donc ça, c'est un élément important. Il y a à peu près 1 million de bénéficiaires en France de nos solutions. Pour donner des grandeurs, on est implanté dans une trentaine de villes en France. Pas encore à Caen, on espère, bientôt Caen client. La ville la plus proche pour vous, c'est Rouen. Puis on a Paris, Lyon, etc. Et on commercialise ça auprès des opérateurs de services de mobilité pour améliorer la qualité de leur réseau et la fréquentation de leur réseau. Merci Nicolas. Et il y a ces projets sur lesquels tu es aujourd'hui, mais avant ça, tu as créé plein d'autres projets. Est-ce que tu peux en citer un ou deux? Je pense à Covoit ou... Alors, on a évidemment lancé ce projet en 2009. Vous imaginez que quand on parle d'écomobilité en 2009, on vous appelle Guy de Graine. Oui, tu étais un pionnier en France. Grosso modo, on faisait partie des premiers sur ce segment. Et donc, on a dû explorer de nouveaux modèles. On a inventé, par exemple, le pédibus numérique. Ça s'appelait Filouet à l'époque. Et donc, le pédibus, c'est quoi? C'est accompagner ses enfants à l'école à pied et faire une ligne de bus pédestre, tout simplement. Le problème de ça, c'est qu'il n'y avait pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'on ne gagnait pas d'argent avec ça. Les écoles ne voulaient pas l'acheter, les mairies ne voulaient pas l'acheter. Et puis finalement, on a trouvé quelqu'un qui voulait l'acheter. C'est une entité qui s'appelle Maïf, qui fait de la prévention auprès des écoles. Très engagé sur ces enjeux. Et qui s'est dit, tiens, votre truc, ça m'intéresse, je vais vous le racheter. Voilà. Et donc, on leur a cédé cette activité en se disant, tiens, ça va servir à quelque chose. Et puis on a un autre produit qu'on adore, qui est vachement chouette, qu'on plébiscite. J'en parlais avec Juliette tout à l'heure. J'imagine que vous connaissez Blablacar. Hein, je ne vais pas vous faire la photo. J'imagine que vous connaissez Doodle pour un certain nombre de personnes. Vous prenez ces deux entités, vous les réunissez, vous secouez bien fort, et ça s'appelle covoit.net. Voilà, c'est tout simple. Vous publiez un lien auprès de vos amis quand vous organisez une soirée, quand vous avez une réunion, etc. Et puis vous pouvez remplir les voitures lors de cet événement. C'est gratuit, sans engagement, sans inscription. Et alors vous allez me dire, ça rapporte pas un rond. Forcément, il n'y a pas de modèle économique. C'est pas grave. On fait des choses bien, c'est-à-dire qu'on remplit les voitures. Et surtout, c'est très utilisé sur les événements et sur les festivals. Alors oui, c'est très utilisé sur les événements. On a des usages qui, alors, en ce moment, un petit peu moins forcément. Mais avant Covid, on était sur des 10 à 15 événements par jour de créés, de gens qu'on ne connaît ni Neve ni Nadan dans le monde entier. Et c'est assez extraordinaire de voir ça, d'avoir quelqu'un qui, au Canada, crée un événement pour un festival, et puis avoir 1000 covoiturages sur ce festival, c'est absolument incroyable, et on adore ça. Voilà. Donc, et incarnation donc, du numérique contributif, avec par contre la difficulté parfois pour ce qui aide l'environnement écologique, l'économie, la partie économique n'est pas toujours assurée. Et toi, Frédéric, tu viens du monde des ESN, ces entreprises de services numériques, les SS2I anciennement. Tu viens de ce monde-là. Tout à fait. Un peu plus de 20 ans, moi, ma transformation a été plus lente parce que 20 ans dans des gros acteurs numériques type CGI, donc à accompagner les entreprises dans une transformation numérique. Et il y a 2 ans, donc, on a décidé de cofonder avec 4 autres cofondateurs Frugger, et donc avec cette envie d'être un acteur engagé d'une part dans l'économie sociale et solidaire. On a même un agrément ESUS, une entreprise
reconnue par l'État, entreprise solidaire et utilité sociale, mais également engagée dans nos produits-services avec une transformation numérique plus durable, plus respectueuse de l'environnement et des personnes. Et Frugger est une des initiatives de Digital for Better. C'est quoi le fonds Digital for Better? Alors, Digital for Better, c'est le nom juridique de l'entreprise et qui vise à regrouper toutes nos activités en lien avec le numérique responsable. Et Frugger est notre produit phare, qui est une solution logicielle SaaS qui va permettre de mesurer l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale des applicatifs des entreprises et donc de les accompagner dans une performance numérique plus durable. Donc, on est utilisé dans des grandes organisations comme Orange, BPCE, L'Oréal ou comme l'ADEME, qui utilise pour améliorer l'empreinte environnementale de son système d'information. Et donc Frédéric, tu es justement l'un des grands experts en France du numérique responsable. Et il y a un des concepts, c'est l'empreinte du numérique. Alors c'est quoi cette empreinte? En quoi ça consiste l'empreinte du numérique? Et quelles ordres de grandeur aussi? Ouais, pour donner quelques chiffres, l'empreinte elle est un peu multiple. Alors si on parle de l'empreinte environnementale, il y a des externalités négatives évidentes. Alors il faut savoir que le numérique pollue plus que l'aviation civile. Donc on n'en parle pas beaucoup parce que c'est très virtuel le numérique, mais ça pollue réellement. C'est 10% de l'électricité mondiale, 4% des gaz à effet de serre, alors 2,5% des gaz à effet de serre en France, que l'électricité est moins carbonée, comme vous le savez, en France. Mais c'est également un lien direct sur la ressource abiotique ou les dépenses en eau. Donc il y a un impact qui est très fort, mais plus que l'impact réel déjà significatif à date, c'est la pente qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que chaque année, on augmente à peu près de 20% l'empreinte, la pollution environnementale du numérique. Et ça, c'est le vrai problème. On digitalise de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de devices, de plus en plus de données. Et en fait, aujourd'hui, c'est catastrophique. Il faut savoir qu'en 20 ans, on a multiplié par 115 le poids d'une page web pour rendre exactement le même service. Donc ça, c'est plutôt une catastrophe. Donc c'est un secteur qui n'a pas du tout opéré en fait sa transformation. J'aime bien souvent faire un parallèle par rapport à l'industrie automobile. On n'imagine pas en fait un constructeur automobile sortir un véhicule qui fasse abstraction de sa consommation d'essence. Dans le numérique, c'est exactement ce qu'on fait. Tous les acteurs numériques sortent des plateformes numériques en faisant totalement abstraction de l'empreinte environnementale. Mais il n'y a pas que l'empreinte environnementale, il y a également l'empreinte sociale, des notions d'accessibilité, d'inclusivité. Pour paraphraser un peu un rapport du Sénat sur l'électronisme, il ne faut pas viser 100% de services digitalisés, mais 100% de services accessibles. Donc c'est un vrai sujet en France. Alors, je vous parlais de l'électronisme, ça touche 17% de la population. On pense évidemment à nos aînés, nos grands-parents et parents qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique, mais ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire, la population la plus importante, entre guillemets, c'est plus les jeunes éloignés de l'emploi qui savent parfaitement chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser en fait les outils numériques et se retrouvent souvent exclus de process, de choses auxquelles ils ont droit. Donc c'est un vrai problème. Puis après, il y a toutes les personnes sous forme de handicap. En France, on a 1,5 million de déficients visuels. 80% des sites web en France ne sont absolument pas consultables par un déficient visuel. Nous, par exemple, on a un développeur web, il pourrait vous faire une démo de ce qu'il voit, lui, entre guillemets, des sites web. C'est une catastrophe. Et puis, il y a d'autres formes de handicap qui ne sont pas forcément des handicaps reconnus, mais qui sont réels face au numérique. Alors, la dyslexie, par exemple, mais tout simplement le daltonisme, par exemple, ne pas distinguer les couleurs. C'est 4% des Français, le daltonisme. C'est tout bête, mais remplissez les champs en rouge dans un process, ils ne savent pas le faire. Et vous savez, le nombre de procédures en ligne qui sont comme ça, qui ne sont pas du tout accessibles pour un daltonien, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on considère qu'il y a quasiment 25% de la population française qui a des problématiques d'accès aux services numériques. Donc le numérique, il est essentiel parce qu'on l'a vu, il a été source de résilience dans les entreprises, notamment durant ces phases de confinement, une source de résilience aussi sociale, de garder un lien, mais on doit absolument le rendre accessible, il doit être vraiment inclusif, il est pour tout le monde. Et donc il y a un vrai enjeu d'empreinte sociale aujourd'hui du numérique. C'est intéressant ce que tu cites, puisque il y a l'offre ardoise, notamment de la Poste, qui est un sujet intéressant pour les personnes âgées, puisque c'est compliqué, c'est de configurer le Wi-Fi. Et en fait, quand les gens sont équipés d'une ardoise, ils peuvent échanger avec leurs petits-enfants en visio. On a vu ça beaucoup pendant le confinement. Donc l'inclusion numérique, et du coup, si on revient aux sujets environnementaux, c'est quoi là où ça impacte le plus? C'est quoi le plus, là où il faut vraiment agir, si tu devais donner aussi un conseil pour agir à notre audience? Alors, le poids le plus important dans l'empreinte du numérique, c'est la fabrication en fait, des équipements. Il faut savoir que l'empreinte environnementale, fabrication d'un smartphone ou d'une tablette ou d'un PC est juste catastrophique. En fait, en fait, il y a déjà toute la partie extraction des minéraux rares, donc on a un épuisement de ressources, mais également ça dépense énormément d'eau pour raffiner toute la roche extraite. C'est 700 kg de roche pour fabriquer ce petit smartphone. Donc c'est aujourd'hui
la grosse partie, c'est 60 à 70% sont liés à la fabrication des équipements. Donc on doit prolonger absolument la durée de vie des équipements. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par favoriser toute la filière de reconditionnés. C'est un vrai sujet. Alors il y a des plateformes type Back Market, Recommerce et autres qui facilitent ça, mais on doit aussi industrialiser un peu toute cette filière, parce que c'est beaucoup de petites entités type Atelier du Bocage, etc., qui font un travail formidable, mais sont plein de petites entreprises, voire associations qui font ce reconditionnement. Donc, qui créent de l'emploi aussi. Hein, mais qui créent de l'emploi, exactement. Et souvent d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ont également un projet social à côté. Mais au-delà également de favoriser cette filiale, c'est aussi de lutter contre deux choses. D'une part, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, tous les constructeurs font en sorte que vous renouvelliez vos équipements. Apple, on est le champion. Ou qu'on ait envie de le faire aussi. Et l'autre le dernier des téléphones à la mode. Ouais. Le deuxième point, c'est l'éco-conception logicielle. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des logiciels qui sont de plus en plus lourdes, finalement, vous créez une obsolescence indirecte. Vous êtes obligé de renouveler votre équipement parce qu'il n'est plus assez puissant, parce que vous ne pouvez plus utiliser les dernières applications, parce qu'en fait, c'est très lourd. Et donc ça c'est un vrai sujet. Et on doit s'attaquer vraiment à l'ensemble de ces sujets pour permettre de prolonger la durée de vie, donc agir directement sur les équipements. Alors, on parle souvent des serveurs, parce que les data centers sont la partie la plus visible, finalement, du numérique. Il faut savoir que c'est l'une des plus petites parties, c'est pas la plus grosse. C'est très bien tout ce qu'on fait au niveau des data centers, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, il faut continuer, mais c'est pas la plus significative. C'est une question qu'on nous pose souvent, nous. Alors, comment je dois faire pour avoir un numérique plus responsable? Qu'est-ce que vous me conseillez au niveau des data centers? Traitez d'abord des sujets plus prioritaires qui ont beaucoup plus d'impact, et aller travailler sur votre éco-conception logicielle, sur votre stratégie de sourcing d'équipement, etc., plutôt que travailler dessus. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire durer son smartphone, de le garder longtemps. Merci pour ces éclairages, Frédéric. Et comme le disait Einstein, avant de penser à poser des solutions, il faut bien comprendre le problème. Et on vous invite tous à aller voir ces ressources. Alors, je vous ai parlé du numérique pour s'éduquer. Il y a des MOOC, justement. Il y a le MOOC de l'Institut du numérique responsable, qui est une très belle initiative française et qui avance beaucoup. Un MOOC assez intéressant. Et puis, le MOOC de l'INRIA, Impact Num. En 4h30, vous avez saisi l'essentiel. Vous pouvez faire ça un peu comme vous voulez. C'est l'avantage des MOOC sur le numérique. Ensuite, il existe aussi la fresque du numérique, dont je suis devenu animateur également, avec une petite fille de la fresque du climat dédiée aux impacts du numérique qui couvre tout ce qu'on a vu là, mais en beaucoup plus profond. Ça dure 3 heures et vous ressortez quand même très enrichi sur ces sujets-là. Ça peut être aussi une participation en numérique ou en présentiel. Et puis toi Frédéric, tu as écrit un livre, le livre que nous voyons ici, 40 mots pour un numérique responsable. Est-ce que quelques mots sur le livre ? Ouais, c'est un livre. Alors, au départ, je voulais écrire un livre pour les experts sur le numérique responsable. Et en fait, je me suis dit que c'était pas le premier livre qu'il fallait écrire. Et donc, j'ai fait le choix d'écrire un livre très vulgarisé. En fait, il s'adresse à tout le monde. Donc, il s'adresse pas du tout aux acteurs numériques. C'est plutôt à monsieur tout le monde en entreprise. Et c'est de démontrer que toute personne doit être acteur dans son entreprise, dans son organisation pour agir pour un numérique plus responsable. Donc, de comprendre tous les liens, tous les leviers qui sont possibles et d'expliquer de manière très simple, illustrée, en fait, toutes ces notions. Voilà. Alors, on a parlé aussi donc, du CO2, du fait qu'il y avait des enjeux carbone et énergie. Donc parlons un petit peu de neutralité carbone et d'énergie. Toi, Juliette, tu dis que justement, en fait, viser la neutralité à titre individuel d'entreprise ou même 100% de neutralité ne suffit pas. Alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce côté 100% de neutralité ne suffit pas? Ouais, en fait, c'est un positionnement qu'on a chez Ecosia qui est de dire qu'en fait, si on s'arrête à la neutralité carbone, en gros, on va droit dans le mur. Parce qu'en fait, ça fait déjà de longues années qu'on pollue, qu'on amasse énormément d'émissions de CO2 et que du coup, on est bien gentil, mais avoir des politiques de net zéro en 2030, en 2050, en fait, c'est pas assez. Déjà parce que le net zéro, ça devait être hier, et ensuite parce que si on veut lutter pour les générations futures, si on veut empêcher des effets du dérèglement climatique qui sont accessoirement déjà en train de se produire dans les pays du Sud, mais en fait accessoirement déjà en Europe, avec les feux de forêt, les inondations, etc. Au rythme auquel on va, la neutralité carbone, c'est juste pas possible. Et nous, chez Ecosia, on est, je pense qu'on en parlera après, mais on est de toute manière, on a aussi une empreinte. Et donc nous, on essaye, on s'appelle carbone négatif parce qu'on essaye on connaît à peu près, on estime nos dépenses en énergie et nos émissions, et en fait, on essaye d'en compenser le double pour avoir du coup
une démarche positive. Un impact positif, ouais. Merci beaucoup. Et sujet contre-intuitif, Nicolas, le télétravail, on pourrait se dire, tiens, on passe tous en visio, c'est dématérialisé, et puis d'un seul coup, on n'a plus d'impact, puisqu'on ne prend plus notre voiture. Est-ce que tu peux... Ça m'a beaucoup surpris quand on a échangé. En fait, c'est assez surprenant. Lors du premier confinement et de la première année de l'impact sanitaire, il y a un certain nombre d'experts qui se sont penchés sur le sujet du télétravail. Et nous qui nous occupons d'écomobilité, ça nous alerte quelque part. Le télétravail sortait de notre champ d'application. Ça nous agaçait un petit peu d'ailleurs, parce qu'on perdait des clients, entre guillemets. Et on s'est dit, tiens, on va un petit peu creuser le sujet. On a creusé les différentes études qui ont été faites sur la première année, en fait, de l'impact sanitaire. Et l'impact CO2, ou en tout cas environnemental, de ce premier exercice est de l'ordre de 6%. C'est-à-dire tous ces gens qui sont restés à la maison et qui ont travaillé à la maison, à la fin de l'année, quand on a fait le bilan environnemental de tout ça, ce n'était que 6%. Alors que, intuitivement, on se dit, je ne vais pas au boulot, je ne prends pas ma voiture, je fais donc 100% d'économie de CO2 parce que je reste à la maison. Mais on oublie des petits détails. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des externalités qui sont apparues, où on a beaucoup de gens qui se sont mis à aller acheter leur pain avec leur voiture, qui se sont mis à aller accompagner leurs enfants à l'école en voiture. Le trajet qu'on mutualisait avant avec le boulot. Et qu'en fait, on ne faisait pas avant. Il faut savoir que dans les déplacements, c'est un petit peu notre marotte, les petits déplacements sont les plus polluants. Et les plus environnementalement mauvais. Et en fait, ces déplacements-là ont été développés. On a eu un certain nombre d'autres actions de type téléconférence, etc. Et qu'au bout du compte, ce gain n'est pas terrible. Voilà. Alors évidemment, tout ça va se tasser dans le temps. Tout ça va s'organiser. Et puis, on va avoir des systémiques de déplacement qui vont être sans doute plus multimodales et plus vertueuses. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Et donc il faut faire attention en fait à cette image qu'on a du télétravail qui finalement n'est pas aussi vertueux que ça, quoi. Merci Nicolas. Et donc aussi les sujets, on chauffe un peu plus chez soi et on s'équipe un peu plus. Et c'est aussi des impacts évidemment qui sont liés à ça. Et donc on voit bien là l'importance de la mesure. On a des croyances et puis en fait quand on mesure, c'est pas exactement comme on croyait. Donc pour mesurer, il faut s'outiller. Et c'est exactement votre métier, Frédéric. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet enjeu de la mesure et notamment pour les entreprises? Exactement, en fait, on a, nous, mis au point Frugger en partant de ce constat, de se dire que on design, on développe un numérique avec un meilleur impact, mais comment on le vérifie, comment on le prouve, puis comment on se met en mode d'amélioration continue, parce que finalement l'impact, c'est pas une affaire qui va se faire juste en une fois, c'est vraiment une histoire d'amélioration continue. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer Frugger, qui va permettre de mesurer de manière automatisée en fait l'empreinte des applications numériques. On va le faire sur un scope 1, scope 2, scope 3. Alors, le scope 1, scope 2, c'est les émissions directes, c'est l'obligation que vous avez dans votre bilan carbone. Le scope 3, c'est les émissions indirectes. Il faut savoir ce qui est le plus important, c'est le scope 3. Ce qui est dommage parce qu'il n'y a aucune obligation légale aujourd'hui pour les entreprises sur le scope 3. Ça viendra peut-être un jour, mais ce qui n'est pas simple non plus parce que ça inclut les émissions de l'ensemble de vos parties prenantes. Donc, prenons un exemple. Tous les services numériques qui sont utilisés par vos clients, par vos prestataires, etc., ces émissions-là, ça compte dans le scope 3. Ce qui est le plus important. Et donc, nous, on va prendre en compte l'ensemble de cette empreinte et on va être capable de descendre à un niveau, jusqu'à niveau page fonctionnalité en fait, d'une application et puis même de détecter les composants qui posent problème dans la fonctionnalité de la plateforme numérique et qui ne sont pas accessibles, qui ont un poids trop important et donc de permettre aux entreprises d'aller améliorer de façon significative l'empreinte de ces parcours. Et beaucoup d'entreprises commencent à adopter votre solution et les solutions phares sur ces sujets-là. Oui, on est en train de passer à l'action. C'est ça qui est intéressant. Alors même si, pour reprendre ton expression de début, de parler de licenciés sur le numérique responsable, on n'a pas encore beaucoup de licenciés, mais toutes les grandes entreprises sont en train de s'y mettre parce que je pense qu'on a dépassé le stade de la déclaration de performance extra-financière un peu administrative, qui est une obligation légale, et voilà, on veut vraiment de l'action concrète, et donc on va rechercher plein de solutions similaires comme Frugger ou d'autres, qui vont permettre d'aller concrètement améliorer son empreinte et de se mettre dans cette dynamique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on observe depuis pas si longtemps que ça finalement, peut-être 18 mois. Il y a vraiment un vrai mouvement dans les organisations
qui veulent aller chercher des éléments concrets d'amélioration. Y compris par les dirigeants, et qui commencent à mettre des moyens également. Donc, Et alors, vous, Juliette, chez Ecosia, en ce qui concerne le moteur de recherche et puis vos data centers, comment ça fonctionne? Et puis, du coup, on va revenir sur cette neutralité carbone positive, du coup, dans votre cas. Voilà, comment ça fonctionne? Alors, nous, déjà, ce qu'il faut, je pense, savoir quand on parle du coup de nos data centers, avant tout, c'est qu'on est partenaire de Bing pour nos résultats de recherche. Ce qui fait que nos data centers, on n'est pas les seuls à avoir une responsabilité là-dessus, mais c'est une responsabilité qui va être partagée avec Microsoft. Avant tout, du coup, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose qui est un peu tricky, c'est de nous dire mais pourquoi pourquoi vous travaillez avec Microsoft là-dessus? Finalement, Microsoft, c'est un GAFA aussi. En fait, il y a un moment où il y a la réalité du marché comme il est, et que quand on est Ecosia et qu'on a un petit moteur de recherche, qu'on est indépendant, qu'on n'a pas fait de levée de fonds, qu'on a des équipes qui sont extrêmement limitées. On n'est vraiment pas beaucoup. On est aujourd'hui 80 à Berlin, et encore il y a un an et demi, on était moitié moins. Et que vous voulez concurrencer un mastodonte comme Google, qui détient plus de 90% des parts de marché et qui pèse je ne sais combien de milliards, qui a surtout des algorithmes qui sont juste impossibles à répliquer pour nous, on a besoin d'avoir un petit coup de main. Donc ça, c'est pour la petite aparté, c'est une des raisons pour lesquelles on a Microsoft en partenaire de recherche. Mais donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand Ecosia est né en 2009, au début, la question de ces émissions n'est pas tout de suite arrivée, parce que du coup, on construisait le modèle, et il y avait vraiment cette question déjà de comment est-ce qu'on gagne l'argent, comment est-ce qu'on plante les arbres, etc. Et puis c'est à partir de 2014, quand on a eu la certification B Corp, qu'on a commencé à se poser ces questions de bon, ok, mais maintenant, la côté réforestation, on est à peu près implacable dessus, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est génial. Ok, maintenant on a un problème, c'est qu'on a des émissions et ça c'est pas ok. Donc comment est-ce qu'on réussit? On ne pourra pas faire sans. Maintenant, comment est-ce qu'on réussit à le transformer de manière positive? Et donc ce qu'on a fait, ça a été déjà de commencer par mettre en place une ferme de panneaux solaires et produire de l'électricité verte. Donc au début, on a mis en place assez de panneaux solaires pour compenser, j'aime pas le mot, mais compenser 100% de l'énergie qui est utilisée pour alimenter les recherches de nos utilisateurs. Et puis il y a eu un jour, et c'est un peu là, c'est de là qu'est né tout notre discours de neutralité carbone, c'est qu'en fait on s'est dit mais non, mais en fait, ok, donc là on reforeste bien, ça marche. On a réussi un peu à peu près à tirer au clair nos histoires de dépenses énergétiques. Mais maintenant, nous, quand même, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans cette démarche positive. On parle de régénération des écosystèmes, on essaye d'inviter les gens à faire bouger les choses. On ne peut pas seulement faire du 100%. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait produire pas 100%, mais 200% de l'énergie qu'on utilise pour alimenter ces recherches. Donc, on a produit le double de l'énergie nécessaire. Et en 2020, encore une fois, on s'est rendu compte qu'on pouvait même produire encore plus. Et en 2020, c'était le triple. Et donc, du coup, on a vraiment cette manière de travailler chez Ecosia où à chaque fois, on se remet constamment en cause et on cherche constamment à aller plus loin dans la démarche. Merci beaucoup Juliette. Et puis, puisqu'on parle des data centers et de l'hébergement durable, on a Pierre Pluviot qui aurait bien aimé être parmi nous et qui avait un empêchement. Et on va quand même voir la petite vidéo qu'ils nous ont transmise. Ça s'appelle Data Campus. Bonjour, moi je suis Pierre, le dirigeant de Data Campus, hébergeur indépendant et qui revendique ses valeurs. Data Campus, je l'ai développé dans le cadre d'un groupe familial qui avait été fondé par mon arrière-grand-père qui lui vendait des machines à écrire. Moi je suis plutôt la génération des serveurs et j'ai tenu à essayer de faire une société d'hébergement internet éco-responsable et qui revendique ce positionnement-là en essayant d'amener un maximum de technologies qui nous permettent de maîtriser l'impact environnemental des données.
On a essayé de trouver les solutions qui nous ont permis de faire moins gris que les autres. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des choses qui parlent. Par exemple, le bâtiment dans lequel nous avons installé nos bureaux est un bâtiment éco-conçu, en structure bois, avec une isolation ouate de cellulose, une toiture végétale et une récupération de la chaleur fatale pour chauffer les bureaux. Ce qui, il y a 15 ans, n'était pas du tout courant, mais nous a semblé comme une évidence, ayant eu l'opportunité de créer ce projet littéralement en partant de zéro. Notre raison d'être chez Data Campus, c'est de proposer, tester et commercialiser des solutions d'hébergement de données plus respectueuses de l'environnement. Pour concrétiser cette démarche, il y a un an, Data Campus est devenu société à mission. Nous sommes le premier hébergeur à avoir fait ce changement statutaire. On a mis en œuvre beaucoup de technologies différentes, notamment, c'est depuis 6 mois, une technologie de refroidissement très novatrice, qu'on est les premiers à utiliser en France et en Europe, du moins à avoir une offre commerciale pour le grand public sur ce type de matériel, qui repose sur l'immersion de serveurs. L'immersion de serveurs, c'est une technologie qui va nous permettre de nous passer complètement de climatisation. Dans le data center, tel qu'on l'a fait depuis 20 ans, la climatisation, c'est 30 à 40% de notre consommation d'énergie. Nous, avec cette technologie d'immersion, on entend ne plus avoir du tout besoin de climatisation dans nos data centers, et c'est ce qu'on constate depuis qu'on l'a mis en service il y a 6 mois. On a pour l'instant des performances qui sont bien au-delà de ce qu'on avait pu espérer sur cette technologie, et on en est très fiers. On a fait une grande avancée technologique. Alors on a des clients qui nous font confiance depuis des années et de toute taille. On a par exemple le groupe Massif qui nous confie l'hébergement de tous ces sites internet. On travaille également dans le domaine du commerce en ligne avec des boutiques comme Monsieur Meuble, comme le groupe Carrefour qui nous a fait confiance également, le groupe Andros. On travaille évidemment beaucoup avec des agences web et des producteurs de contenu, des communicants en ligne qui sont eux aussi à la recherche de solutions concrètes pour aujourd'hui amener de la sobriété numérique dans tous ces échanges et dans notre présence sur Internet. Nous, on est dans un environnement qui est extrêmement compétitif. On a face à nous de très grandes maisons. On pensera aux hyperscalers, on pensera à des grands hébergeurs européens. Et ce positionnement sur le développement durable est clairement l'un des axes qui nous permet de nous différencier des grands faiseurs. Ce positionnement parle à beaucoup de nos clients puisqu'il s'inscrit parfaitement dans la démarche RSE des entreprises et dans leur sobriété numérique. Et là, nous, on a des solutions concrètes, disponibles dès aujourd'hui, pour permettre aux entreprises de réduire l'impact environnemental de leurs données. C'est un secteur qui est en très forte croissance. On a besoin bien évidemment d'informaticiens, d'administrateurs systèmes, de spécialistes du réseau, mais on a aussi besoin d'énormément d'électriciens, de génie climatique, de gens qui sont capables de travailler avec nous sur toutes ces technologies pour faire avancer la consommation globale des data centers et pour optimiser vraiment toutes nos opérations. Moi je pense qu'on est dans un champ professionnel où il y a de quoi s'occuper toute une vie avec passion et avec vraiment des challenges à remplir peut-être encore plus nombreux aujourd'hui qu'au début d'Internet. Et donc on a vu la technologie qui ne pourra pas tout résoudre, mais qui peut avoir sa contribution positive également. Et donc Pierre nous mentionnait ses besoins en recrutement. On va parler un petit peu de marque employeur et de recrutement, alors rapidement. Du coup, chez Ecosia, il y a une bonne qualité des profils. Enfin, c'est une entreprise très attractive au final. Et vous avez aussi un mouvement des Ecosiens, en quelques phrases, Juliette. Ouais, alors nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que être écosien, pas seulement les gens qui, comme moi, travaillent chez Ecosia, parce que finalement, Ecosia, si on n'avait pas tous nos utilisateurs, mais aussi les partenaires qui plantent avec nous sur le terrain et toutes ces associations-là, finalement, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Donc, il y a vraiment une idée d'un effort commun derrière Ecosia, et puis on a des profils, je veux dire, dans la structure, du coup, je pense que c'était peut-être ça aussi ta question, des gens qui sont extrêmement motivés, mais plus que dans plein d'entreprises, du coup, que j'ai pu voir, parce qu'il y a vraiment cette idée d'enjeux presque activistes, finalement, dans notre manière d'aborder le travail. Et en fait, tout le monde est pris par cet effort commun en fait, on est en train de contribuer à quelque chose qui est bien plus grand que nous et qui ne s'arrête pas, en fait, simplement au fait de planter des arbres, mais qui permet aussi, selon les projets qu'on fait, parce que chaque projet a une portée spécifique, mais dans certains projets, on plante des arbres pour l'insécurité alimentaire. Donc, du coup, on permet aux gens de diversifier leur culture, d'augmenter leurs revenus. Il y a plein de choses qui font que chez Ecosia, on est à peu près convaincus de ce qu'on fait chaque jour et donc qui est extrêmement
extrêmement motivant. Et puis on a un employeur surtout qui soutient notre engagement. Pour la petite anecdote, nous, on a des jours de congé spécifiques pour aller manifester. Donc, dès qu'on va faire une action climat, on est rémunéré. Si on fait une action de désobéissance civile, pacifique, bien sûr, et qu'on a des problèmes, on a une couverture juridique fournie par Ecosia. Si jamais, encore une fois, dans un cadre d'une action pacifique, on se retrouve à être arrêté par la police, c'est considéré comme des horaires de travail. Voilà. Donc on a une marque employeur assez ça, poussée, tu ne l'avais pas dit. ouais, assez Excellent. fidèle à ce qu'elle prône. Et donc c'est intéressant puisque ça rayonne, ce qui se passe à l'intérieur rayonne à l'extérieur, c'est souvent ce qu'on dit sur la marque employeur. Et la marque employeur, c'est marque employée, donc les gens qui sont à bord et qui cherchent du sens aussi à ce que fait l'entreprise. Et puis c'est aussi la marque recruteur, donc les recrutements. Et toi, Frédéric, c'est impressionnant puisque vous avez une croissance de recrutement assez incroyable, quoi. Il y a même un sujet d'hypercroissance dans votre cas. Ouais, on a eu de la chance parce qu'on est passé de 0 à 40 en 18 mois. Donc, avec une motivation interne. Et avec des beaux profils, parce qu'on a quand même des profils assez experts, très pointus techniquement dans le domaine. Il n'y a pas beaucoup d'expertise numérique responsable encore à date. Donc, et qui vous ont rejoint pour vos valeurs un peu. Je pense que très clairement, on n'aurait pas fait cette croissance si on n'avait pas été porteur d'aussi belles valeurs. En fait, c'est clé. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans les mouvements des grosses entreprises de services, il y a pas mal d'articles dans la presse actuellement. Enfin, c'est pas neutre non plus, tout est lié. Et très clairement, il y a cette quête de sens qui existe, elle est réelle. Et je pense qu'aujourd'hui, tout à chacun attend des entreprises, des organisations, qu'elles reviennent finalement à ce qu'elle est, une personne morale, c'est comme ça qu'on appelle une entreprise, et donc d'être créatrice de valeur en créant de l'emploi, mais pas que, en ayant aussi une responsabilité sociétale et en étant transparent sur la responsabilité sociétale. C'est vrai que, par exemple, la loi PACS qu'a donné avec l'entreprise à mission et cette réflexion sur la raison d'être, c'est assez intéressant. Nous, on avait fait le choix dès le début d'être entreprise à mission. Pour moi, c'était un élément qui m'avait motivé à l'époque. Notamment, moi, je lisais tous les travaux de Blanchet-Grestin qui avaient ensuite donné lieu au rapport Sénat-Notard qui a donné la loi Pacte. Et en fait, toutes ces notions-là, elles sont vraiment intéressantes. C'est une vraie réflexion sur l'entreprise, sur sa raison d'être. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros mouvement qui en est qu'à son tout début. Et je pense que toutes les entreprises vont devoir mener des actions de manière plus transparente et démontrer l'engagement sociétal. Sinon, on n'arriveront pas à recruter les bons profils. Et recrutement aussi chez toi, Nicolas, chez Transway. Oui, alors nous, effectivement, on a un flux de recrutement régulier tous les ans. Alors, grosso modo, on a un petit peu de turnover quand même, comme toute entreprise. Heureusement, parce que les gens vont s'épanouir ailleurs. Et souvent, ils reviennent aussi. Et grosso modo, c'est entre 5 et 10 personnes par an, le recrutement chez nous, avec une croissance plutôt forte depuis 2 ans, puisqu'on a eu un petit peu d'accélération. La marque employeur est très importante. Quand je dis très importante, c'est nous recrutons avant et nous accueillons des gens dans notre équipe plutôt que de recruter des gens. Et puis, on a besoin de talent. Donc, on a pris un certain nombre de décisions. On était à Paris avant, on est allé s'installer à Nantes. Moi, j'étais habitant à Nantes, donc c'était plus simple. Et puis, les gens viennent aujourd'hui chez nous parce qu'ils sont bien et ils ont envie de travailler dans l'entreprise. Et finalement, on les accueille dans une team. Ils viennent rejoindre la team. Et ça, c'est vraiment important. Ces mots qu'on donne sur l'emploi sont importants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « je te donne un travail avec un salaire », c'est « je viens t'accueillir dans une équipe, il y a une ambiance, il y a un lieu qui est, entre guillemets, friendly et où on a envie forcément d'accueillir des talents. Voilà. Et qui s'épanouissent dans l'entreprise. » Merci beaucoup, Nicolas. Et toi, chez toi, il y a aussi un sujet de la marque employeur pour vos entreprises cibles qui vont pouvoir utiliser ce qu'elles font avec vous aussi comme un moyen de fidélisation, mais on y reviendra un petit peu plus tard puisque c'est ce que tu vas développer sur la fin. On va abréger rapidement la partie labellisation et on a mentionné les Bicorp, entreprises à mission, tu as mentionné ESUS, donc entreprise d'utilité sociale, Frédéric. Juste en quelques mots, vous avez ce mouvement des entreprises à mission ou ce mouvement des Bicorp, puis on a différentes manières de labelliser une entreprise sur son engagement, de certifier cet engagement. Et les Bicorp sont des entreprises qui ne veulent pas être nécessairement les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Je trouve ça intéressant et Ecosia est une des pionnières des Bicorp en Europe. Donc voilà. Revenons à toi, Nicolas, sur utiliser le numérique pour encourager des comportements vertueux. Donc sur le déplacement responsable, vous récompensez le déplacement responsable. Oui, alors en fait, c'est assez simple. Vous avez compris tout à l'heure, on vous donne des bons points
parce que vous vous déplacez bien, c'est chouette. Principalement dans les réseaux de transport, mais en général, quand vous vous déplacez, c'est souvent pour aller à votre entreprise ou dans votre entreprise, pour venir à l'université, par exemple. Et dans le cadre de l'entreprise, il y a une partie prenante qui est l'employeur et qui peut bien évidemment encourager son salarié. Alors, il peut positionner son entreprise dans un endroit qui est accessible. C'est comme un site internet. Il faut que l'entreprise soit accessible si on veut que les gens viennent en vélo ou en transport en commun. Nous, en fait, on s'est dit qu'on allait leur donner des outils pour mesurer la pratique des mobilités des salariés, de toutes les mobilités, toutes celles en tout cas qui sont les plus vertueuses, et de leur donner un outil de mesure et de récompense. Et les fameux points dont je vous parlais tout à l'heure vont être financés par l'employeur. Il va financer ce qu'on appelle une wallet qui va permettre de donner de l'argent aux collaborateurs parce qu'il vient bien en vélo, en covoiturage, en transport en commun. Et on a un petit effet accélérateur depuis 2 ans, 1 an et demi, grosso modo. On a contribué, évidemment, dans ce cadre-là. Vous avez peut-être entendu parler de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui a tout un tas de décrets qui sont sortis pendant le gouvernement Macron, et dont un décret qui concerne le forfait mobilité durable. Voilà. Et cet argent... on s'en sert pour quoi? On le dépense dans des choses qui sont justement pas bonnes pour l'environnement? Alors, ou c'est quoi le principe? Grosso modo, très simplement, l'employeur peut donner de 5 à 600 € non chargés, non fiscalisés à son salarié parce qu'il vient en vélo, en covoiturage ou en mobilité décarbonée. Si ces 500 € servent à acheter un smartphone sur Amazon à la fin de l'année, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Donc nous, on met à disposition de l'employeur, un outil de mesure, 2, un marketplace, donc grosso modo une boutique en ligne, dans lequel ces 500 € qui sont donnés par l'employeur sont fléchés sur des enseignes sélectionnées et identifiées. Voilà. C'est un petit peu la même chose qu'un programme de fidélité, puisque c'est notre métier. Et du commerce local aussi. Et donc ces enseignes qui sont dans 30 villes en France, chez nous, avec des annonceurs éthiques, locaux et responsables, sont bien évidemment nos annonceurs dans nos plateformes pour les entreprises. Et donc on déploie en termes de scalabilité du modèle, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là. Une fois qu'on a déployé une ville avec un programme, on vient déployer ce programme auprès des entreprises de la ville. Voilà. Et qui vont aussi, favoriser aussi la consommation dans les centres-villes et des commerces locaux. Absolument. Et accessoirement, quand même, je fais un petit volet publicité. Oui. Si vous voulez tester, essayer et vous dire, tiens, ça marche, téléchargez l'application WeFlow, W-E-F-L-O, et donc on va vous récompenser dans tous vos déplacements. Et là, elle est là. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, juste aparté aussi sur une application, puisque vous avez aussi développé une application de numérique contributif, Frédéric, qui est l'application grand public, Frugger, qui s'adresse là, par contre, au grand public. En quelques phrases? Ouais, en fait, c'est en lien avec notre raison d'être qui est de promouvoir et d'agir pour un numérique plus responsable. Et donc, on a développé cette application qui est pour sensibiliser tout le monde, donc vous tous dans la salle, ou qui nous suivez en ligne. Et en fait, ça vous permet de calculer votre empreinte à la fois environnementale et votre empreinte sociale sur vos usages mobiles. C'est une application qui est gratuite. Il n'y a aucun stockage de données personnelles, il n'y a pas de publicité, voilà. Et avec un tout tas de gamification, un design assez sympa, vous allez voir, qui va vous inciter à mieux comprendre vos usages et l'impact de vos usages et de changer ces derniers. N'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à en faire la pub. Voilà, ça permettra à tout le monde d'agir plus durablement. Et ça rejoint ce qu'on disait sur sensibilisation et passage à l'action. Et du coup, Juliette, il y a vraiment ce sujet concernant Ecosia. On entend parfois la compensation, que tu as mentionné le mot tout à l'heure. Planter des arbres, c'est souvent vu comme de la compensation. Par exemple, on prend un avion et puis on compense parce qu'on a planté des arbres, on peut polluer. J'ai cru comprendre que chez Ecosia, c'est pas exactement ça. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ouais, alors c'est pas enfin, c'est pas ça, oui, parce que nous, donc on compense nos émissions avec les énergies renouvelables, tout ça. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que nos arbres peuvent pas être utilisés dans des logiques de compensation, puisqu'on pense que quand il y a un arbre et que notre arbre est planté, on veut qu'il ait un impact positif, qui soit là pour régénérer les écosystèmes. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que derrière l'action de nos arbres, in fine, tout n'est pas quantifiable. Déjà, ce qui se passe, c'est que quand il y a des gens qui calculent des bilans carbone sur des arbres et qu'on vous dit on va planter X nombre d'arbres et ça va absorber tant de carbone,
En fait, souvent, c'est un peu vaseux parce que c'est extrêmement compliqué de calculer un bilan carbone. In fine, quand vous venez de planter votre arbre, en fait, il va falloir des années avant qu'il puisse absorber quelque chose. Il y a aussi une problématique de comment est-ce qu'on reforeste, parce que le but, c'est pas de planter un arbre n'importe comment. Si je vais planter, j'en sais rien, moi, une monoculture d'eucalyptus, là, juste à côté de Caen, au final, ça va pas marcher et ça va avoir des effets justement plutôt désastreux et négatifs. Donc il y a vraiment une problématique quand on parle de reforestation, de bien le faire. Donc nous, la manière dont on travaille, c'est qu'on est partenaire du coup avec ces associations qui nous permettent de nous assurer déjà de planter les bonnes espèces, donc de travailler avec des espèces endémiques, peut-être de venir prioriser des espèces végétales qui seraient en danger. Donc ça déjà, c'est un point hyper important. Ou résistante au changement climatique également. Exactement. Mais le deuxième point qui est pour le coup beaucoup moins quantifiable, c'est quelle va être finalement la mission de cet arbre quand il va être dans le sol. Parce que chacun de nos projets de reforestation n'a pas du tout finalement la même portée selon qu'il soit planté au Brésil ou en Australie. Typiquement, je parlais tout à l'heure d'insécurité alimentaire. Nos arbres qui sont plantés en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal et en Côte d'Ivoire par exemple, c'est des arbres qui sont plantés avec des méthodes qu'on appelle d'agroforesterie. Donc c'est des arbres qui sont plantés au sein de champs d'agriculteurs et qui ont pour vertu de venir fertiliser les sols, donc restaurer la qualité des sols, permettre aux agriculteurs de pouvoir diversifier leur culture, produire plus, sortir des logiques de pesticides. Donc vraiment les aider dans leur production. Là où en Australie, on plante des arbres qui viennent lutter contre du coup les feux de forêt, qui reconstituent du coup les barrières protectrices qui ont été détruites pendant les feux de forêt de janvier 2020 et qui aujourd'hui vont servir à la fois à recréer les habitats du coup des espèces genre des petits koalas, mais également à empêcher que ce soit des phénomènes qui se reproduisent. Donc ça, c'est de l'impact qui va avoir, qui finalement va être difficilement quantifiable. Et puis au-delà de ça, on a même sur place un véritable travail de sensibilisation auprès des communautés locales, parce que nous, il faut savoir que sur chacun de nos projets, on a un suivi de 3 ans, parce que passer 3 ans, en gros, l'arbre a un gros 99% de chance de survie, ce sera jamais 100%, parce que les catastrophes naturelles peuvent arriver. Mais on part du principe que si, en fait, on a déjà ce beau travail déjà, si on a bien compris l'enjeu de la région et qu'on a planter l'arbre de manière positive et qu'on l'a fait avec les communautés locales, en fait, les gens vont avoir une conscience de l'importance de l'arbre et donc vont chercher à le protéger. Et il y a un énorme travail, en plus du travail de suivi, qui va être de sensibilisation, de faire passer le mot. Et par ailleurs, ces associations avec lesquelles on travaille, typiquement en Côte d'Ivoire, on travaille avec ces fermiers où du coup les fermiers vont parler aussi à leurs voisins qui ont le champ d'à côté, qui vont leur dire non mais attends, moi je plante des arbres parce que tu sais que nanana, et l'arbre c'est important parce qu'il va fertiliser ton sol et les pesticides c'est pas bon pour telle et telle raison. Et en fait c'est ce travail là finalement qui va être très important et qui va permettre de bien reforester et pas juste de planter un arbre pour avoir dit qu'on a planté un arbre et que notre conscience est en bonne voie. Donc l'impact sociétal également, ouais. Et puis, du coup aussi l'inspiration de vos audiences, vous les inspirez grâce à vos contenus sur l'agriculture régénérative et tous ces aspects-là, l'agriculture régénératrice, pardon. Et puis juste, je vous laisse découvrir le chiffre qui est au-dessus de nos têtes. Est-ce que tu peux le rappeler, Juliette, parce qu'il est quand même impressionnant. Vous êtes aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je crois que le cap, le cap a été franchi. Ouais, ce matin, on a passé du coup les 145 millions d'arbres plantés. Et tout ça depuis du coup 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, au plus d'utilisateurs on a, plus d'arbres on plante chaque année. Donc c'est clairement exponentiel. Donc c'est super chouette. Très inspirant. Merci beaucoup, Juliette. Et alors, pour conclure, j'aime bien cette citation de J.K. Chesterton. Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Et alors, le numérique contributif est aussi un moteur qui peut nous permettre de nous émerveiller. Alors, ça ne suffit pas. Ça a des bienfaits. Il y a des études qui prouvent ça. Mais je vous invite à quand même aller vous émerveiller dans la nature, puis surtout à la protéger, parce que si on n'en a plus que la nature en numérique, on sera un peu triste et ce sera un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une ou deux? On a le temps pour une ou deux, si vous en avez.
Donc la question concerne la formation et les cursus qui permettraient de monter à bord de l'éco-conception, hein, c'est bien ça. Malheureusement, c'est pas au programme des écoles encore. J'espère que ça le sera. Donc, Ça commence dans des cursus numériques, ça commence. Ouais, mais c'est encore trop peu de programmes. Pour l'instant, on nous demande d'intervenir plutôt sous forme de conférences, donc c'est ponctuel. Donc c'est pas des vrais modules de formation. Je sais que plusieurs écoles, différentes formations ont ça au programme de l'année prochaine et ça va devenir nécessaire. Il faut savoir également que la loi RIN, donc, qui est passée en novembre dernier, qui est la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, va mettre en place des modules dans les écoles, donc dès l'école primaire, pour sensibiliser aux usages numériques. Il y a prévu également dans l'université, je ne connais pas les détails de cette loi, parce qu'elle est très récente, et je pense que le gouvernement lui-même n'a pas encore tout écrit sur ce sujet, mais il va y avoir des choses qui vont se mettre en place dès la rentrée, qui vont être obligatoires. Donc je pense que ça va monter en puissance, mais il est évident que l'éco-conception logicielle, il va falloir... T'enregistres tout. Il va falloir qu'on progresse sur ce sujet. Qui est en train de streamer notre conférence, donc forcément, je suis en écho. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu voir des écoles qui commencent à mettre dans des cursus plutôt numériques. Et réclamez-le à l'université de Caen, c'est clair. Et par contre, ça marche beaucoup dans l'univers professionnel. Je pense à Alexandre Takacs, que tu connais peut-être, TAKACS, qui fait justement des formations dans le monde professionnel sur la conception. Il y a d'autres personnes, mais excellente question en effet, bien vu. Et ça tient parfois aussi aux gens qui développent les cursus, hein, les années. Moi, les écoles où j'ai vu ça apparaître, c'est des gens qui sont déjà convaincus aussi sur ce sujet-là et qui ont changé un peu, ont basculé un peu le programme, notamment pour les développeurs ou pour les gens qui font notamment de l'UX design, l'ergonomie. Merci beaucoup. Une autre question peut-être. Enfin, ça convenait en termes de réponse. Voilà, très bien, merci beaucoup. Une autre question peut-être. Non, c'est bien. Alors allez-y. Non, allez-y, allez-y. Alors, je répète la question. Ouais, on nous posait la question où est-ce que les arbres sont plantés et est-ce qu'on fait confiance à des organismes français? C'est bien ça? Reforestation. Okay. Non, c'est une excellente question. Vas-y, Juliette. Non, pas de souci. Alors nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait les visites de terrain nous-mêmes. Donc on a déjà un processus pour choisir avec qui on va planter, enfin avec qui on va travailler, qui est très 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 minutieux au préalable. Donc on s'assure déjà qu'ils ont cette connaissance des espèces, qu'ils ont cette connaissance des enjeux socio-économiques de la région, qu'ils ont la capacité surtout de plantation, parce que nous, quand on débarque et qu'on veut planter des arbres, on en plante 500 000, 1 million, 2 millions, enfin, c'est beaucoup d'arbres. Donc, il faut que ce soit des gens qui aient minimum 3 ans d'expérience et sur justement des projets de grande ampleur. Et ce qu'on fait en réalité, c'est que quand on a signé un contrat, on attend qu'il y ait eu une première année de plantation. Et ensuite, nous, on a du coup une équipe dédiée chez nous qui s'occupe de réaliser ces partenariats, qui va ensuite sur le terrain pour vérifier comment les arbres sont plantés. Est-ce qu'on fait des calculs de densité de terrain pour voir si, du coup, en termes de chiffres, on va se retrouver sur les nombres d'arbres qui ont été prévus dans le contrat. On va également on a des espèces de technologies satellites qui nous permettent de voir depuis le ciel, avoir un suivi sur le nombre d'années, de voir géolocaliser les arbres et du coup de voir leur taux à la fois de survie et de grandeur. Mais c'est surtout ces visites sur place qui sont essentielles pour voir comment est-ce que les gens travaillent, en fait, comment ils plantent et surtout, ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'ils sensibilisent. Et alors là, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, mais il me semble qu'on a eu un projet, alors je ne sais plus lequel, mais qui a été arrêté après 1 an et après une de ces visites de terrain parce qu'on s'est rendu compte que le partenaire ne respectait pas les termes qu'on avait définis finalement avec eux. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de vérifier. Et puis surtout, dans la mesure du possible, on essaye de garder les partenaires le plus longtemps possible. On a nos projets au Brésil, par exemple. On travaille avec les mêmes partenaires depuis une dizaine d'années, quasiment depuis le lancement d'Ecosia. C'est un de nos premiers projets. Donc ça nous permet aussi d'être sûr des personnes avec lesquelles on travaille. Mais sinon, on n'a pas de certification externe. Et vous montrez aussi, vous faites aussi des reportages de terrain pour montrer aux utilisateurs. Ouais, c'est ça. On a une chaîne YouTube et un blog sur lequel on documente tout. Donc,
Une dernière question et on clôturera. Alors du coup, très rapidement, alors Juliette, tu l'expliquais justement avant que là, en fait, la neutralité carbone par rapport au secteur numérique, il fallait l'atteindre hier. Mais mis à part ça, est-ce que tu précisais aussi, Frédéric, en soi, le secteur numérique, c'est immense, mais est-ce que vous êtes optimiste justement sur le fait qu'on va arriver à cette neutralité? Est-ce que le secteur numérique arrivera un jour à être neutre? Qui va en premier? Moi, j'ai envie d'être optimiste, oui. Enfin, même si la pente elle est pas bonne actuellement, oui, j'ai envie d'être optimiste et je pense qu'on peut vraiment changer les choses. Donc, et d'ailleurs, on le voit. Enfin, nous, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, généralement, au bout de 5 mois, elles arrivent à diminuer à 25% l'empreinte carbone de leurs assets numériques. Donc, les leviers existent réellement, en fait. Donc, oui, il faut être optimiste. Ça Je commence prends l'avenir en main. et ça commence par se remonter les manches, quoi. C'est ça. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on peut même être très optimiste parce que finalement on a une prise de conscience et un mouvement de la jeunesse qui est énorme. Nous chez Ecosia, notre base d'utilisateurs elle a triplé en 2019. Et en 2019, c'est le moment où du coup il y avait des feux de forêt en continu en Amazonie. C'est les moments de Youth for Climate, de Greta Thunberg, etc. Et depuis, notre base d'utilisateurs est en grande croissance. Et en fait, on voit, donc, c'est un mal pour un bien, mais on voit que dès qu'il y a une catastrophe qui se passe quelque part, notre base d'utilisateurs dans la région augmente. Donc en fait, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont des alternatives, qu'il y a des modèles, qu'il est temps d'agir et qu'ils peuvent aussi agir à leur échelle. Merci. Et Nicolas, toi qui es une incarnation de la résilience et de l'optimisme, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin sur l'optimisme? Ce qui est génial sur ce que disait Frédéric, c'est que finalement les choses vont très très vite sur le numérique en ce moment, et notamment sur les impacts. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot, donc il faut être optimiste. Quand même un petit clin d'œil sur le lien à la mobilité. Quand j'ai démarré cette activité il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait un spécialiste du monde de la logistique qui m'avait dit un truc assez sympa. Enfin, c'était pas très sympa en fait, mais grosso modo, il me disait dans le monde de la logistique, grosso modo, on sait qu'on va dans le mur. La seule chose qu'on sait pas, c'est à quelle vitesse. Voilà. Et alors voilà, je vais essayer d'être optimiste. Je dirais qu'on a réussi à freiner un petit peu et qu'on va pouvoir contourner le mur. Mais globalement, on a du boulot, quoi. C'est bien. Et du boulot. Merci beaucoup à vous. Je vous invite à applaudir nos intervenants. Et merci beaucoup pour votre présence et votre engagement. Merci. Merci à tous. Beaucoup.